commençons cette matinée avec les 1, 2, 3, viva l'Algérie. On est très content de la qualification du 11 national. Alors les poulains de Petkovic, ils ont arraché définitivement cette belle qualification au mondial 2026. C'est dommage, je ne sais pas faire des you-you, mais bon, you. Voilà, donc je suis très contente avec toute l'équipe de Bonjour d'Algérie, d'ici même, de la station régionale d'Oran. Donc je vous dis bonjour, j'espère que vous allez passer un bon moment avec nous en notre compagnie pendant 90 minutes. Alors plusieurs invités, plusieurs plateaux très diversifiés et la dernière ligne droite, ça va être le sport à l'honneur en cette matinée. Donc on va vous remémorer un petit peu toutes les belles et les beaux moments de l'équipe nationale. Et bien sûr notre feuille de route aujourd'hui, j'espère qu'elle tiendra la route en cette matinée du mercredi 15 octobre 2025. Il est 8h tapante. Alors on commence par l'événement de la semaine qui va commencer le 16 et qui verra sa fin le 18. C'est le salon Farmex. Et bien sûr, nous parlerons d'Octobre Rose. Et le troisième plateau, ça va être l'université d'Oran 2. Alors eux, ils ont fait un colloque international sur la question sahraoui. On verra cela avec notre invité. La femme rurale à l'honneur en cette matinée. Bien sûr, c'est la journée mondiale de la femme rurale aujourd'hui, le 15, qui correspond avec sa belle journée. On verra cela avec notre invité. Et bien sûr, le sport, comme je l'ai annoncé. Et bien sûr, comme on commence toujours par des rythmes de 1, 2, 3, viva l'Algérie. Mahfoud et Sonia, on se retrouve juste après. Vive à l'Algérie. Alors dans la chanson Bouguerra, Matmour et Ziani, alors nous on dit Mahrez Ben Sebaini et Amoura bien sûr. Alors toute l'équipe, Yatikum Saha, et merci beaucoup de nous avoir permis de vivre sous les rythmes on va dire, de la Coupe du Monde 2026 qui se déroulera pour la première fois dans 3 pays différents, puisque il y aura les États-Unis, le Mexique et le Canada. Alors on ira voyager à travers notre équipe. Alors tout au début, je l'ai annoncé, c'est Farmex qui verra son ouverture demain le 16 et qui verra aussi sa fermeture le 18, du 16 au 18, 3 jours. Alors vous aurez 3 jours, le week-end, tout le week-end pour aller voir ce qui se passe du côté du centre des conventions d'Oran. Alors on reçoit en cette matinée pour parler de ce
bébé qui a vraiment grandi, qui a 9 ans. Alors, Yassar Badour, l'organisateur du salon, accompagné de Monsieur Nassar Seyed. Alors, lui, il est directeur du Centre de développement de l'entrepreneuriat à Lusto. Et bien sûr, bonjour messieurs. Bonjour. Ça va? Bonjour. Vous êtes contents? Vous avez fait la fête, hein? Tout à fait. Vous avez fait la fête Tout hier à fait. soir, hein, Gouloussa? Tout à fait. Khrajtou avec les klaxons et tout? Non, Un à la peu de maison. klaxon, pas trop. On a laissé les jeunes fêter ça. Mais vous êtes jeune quand même. Farmex. Tout à fait, oui. Ben, je vous remercie, Iman, depuis Merci la à vous. première édition que vous nous accompagnez. Eh oui. Et voilà, maintenant, on est à la 9e édition. Donc, la particularité de cette édition, c'est que Farmex est devenu un événement incontournable de notre... Et international aussi. bien sûr, de notre belle ville Oran, avec la participation cette année de plus de 100 exposants, Quand même. tout à fait. Vous avez commencé la première édition, c'était combien d'exposants? On était dans les 40, Dans les 40. Voilà. Vous Donc, voyez, hein, il y a une ça- très grande différence pendant 9 ans. tout à Il y a fait. plus d'une centaine d'exposants, c'est Bien bien. sûr, sans oublier la politique nationale du développement de la production nationale des médicaments, donc ce qui a aidé. Actuellement, on est, je n'ai pas le chiffre exact, mais on est à plus de 350 producteurs de médicaments en Algérie. Effectivement, oui. Voilà. Donc, ceux qui seront présents, ce sont les producteurs de médicaments, les distributeurs. Il y a même la production des réactifs, justement, fait. d'analyse. Tout C'est à bien fait. ça. Ils ont commencé à faire ça. Oui, ils ont commencé à faire ça. C'est très varié. On a aussi les prestataires de services qui proposent des services pour la gestion des pharmacies, etc. La particularité aussi de cette année, c'est qu'on a plusieurs startups. Donc, Ah, vous avez intégré les startups? tout à fait. On a tout un rayon, je dirais, dédié aux startups. Je pense qu'on aura plus de 25. C'est des jeunes porteurs de projets. C'est bien. Tout c'est à fait. bien. Donc, pour les C'est très intéressant d'aller les voir quand même. tout à fait, dans le domaine médical, pharmaceutique, etc. Donc, on les encourage à présenter leurs projets, à avoir des partenaires pour développer ces projets. Très bien. Et bien sûr, nous avons Nassar Seyed. Alors lui, il est directeur du Centre de développement de l'entrepreneuriat à l'Université de Lusto d'Oran. Bonjour. Bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre C'est invitation. moi qui vous remercie. Petit rectificatif, c'est Nassardine Sayad. Hein. Ah, Seyed? Sayad. voilà. Moi, on m'a donné Donc, ça. Alors, c'était Seyed. lui. Hein. Ah, c'est un petit peu de sa faute. C'est monsieur Yassar Badour qui m'a donné le nom de Saïd. Alors là, c'est que Ça je se prononce Sayed. ne savais même pas comment le prononcer. pas Eh ben, grave. ça va. Donc, Seyed. Très bien. Voilà, je vous remercie pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté. Ah, bonjour à tous les téléspectateurs de la chaîne. Alors, quelles sont... Attendez, avant de commencer, alors quelles sont les missions principales du Centre de développement de l'Université de Lusto? D'accord. Bon, les CDE, les centres de développement de l'entrepreneuriat, c'est une composante de ce qu'on appelle dans le jargon du ministère de tutelle les interfaces. Il y a le CDE, il y a l'incubateur, il y a aussi le CATI, le centre d'appui pour la technologie et l'innovation. Ces trois structures sont essentiellement dédiées à composer ce qu'on appelle, nous, un écosystème pour pouvoir valoriser tout ce qui est travaux d'innovation et de recherche sous forme de projets économiques, c'est-à-dire ils ont carrément soit un potentiel start-up ou bien une petite entreprise. Même la petite entreprise, depuis 2 ans, on lui offre au niveau de l'université l'espace pour faire valoir le potentiel et l'accompagner jusqu'au lancement. Le CDE s'inscrit justement dans cette composante-là, parce que nous, lorsqu'on décide d'accompagner un porteur de projet, qu'il soit étudiant en dernier palier, ou bien même un étudiant en cours de scolarisation, même les doctorants ou bien les enseignants-chercheurs, le potentiel start-up, là, il est hébergé au niveau de l'incubateur. Et le potentiel, lorsqu'il y a juste un caractère économique, ce qu'on appelle dans le jargon entreprise économique, là, il est accompagné par le CDE. Et en plus, le CDE, on lui a confié, ça fait 2 années aussi, la mission d'accompagner les porteurs de projets qui veulent solliciter un financement de la part de la NESDA,
l'ancien ANAD, l'ancien ANSEJ. Donc c'est un organisme, c'est un mécanisme où tout porteur de projet peut s'adresser pour demander un financement de son projet. Et là, les pouvoirs publics ont décidé que toute initiative doit commencer par une qualification dans l'entrepreneuriat. La mission a été confiée au CDE pour justement qualifier tout porteur de projet dans ce volet-là. Donc il n'en est plus question de demander un financement alors que le porteur ne dispose pas du minimum de qualification. Justement, quand vous parlez les jeunes porteurs de projets, des étudiants, alors quels sont les types Pas que les étudiants. Voilà. Donc je voulais savoir ça. Alors, est-ce que ça concerne uniquement les étudiants de l'université de Lusto ou alors il y a d'autres étudiants qui peuvent venir vers le CDE pour, on va dire, concrétiser leur projet? Le CDE il a deux missions. Là, il accompagne les porteurs de projets de l'incubateur sur le volet qualification. Donc, on a beaucoup d'ateliers de coaching et de... J'allais vous poser quel type justement d'ateliers vous avez? Des ateliers de coaching, c'est-à-dire on base un petit peu les volets, tout ce qui est mindset, design thinking, les éléments standards internationaux pour maîtriser tout business. Donc cela va de la maîtrise du cadre juridique, le cadre financier, même à leur donner la possibilité de concrétiser des plans de financement. Pour pouvoir un petit peu négocier d'éventuels investisseurs lorsqu'ils seront approchés et ils auront l'occasion de le faire. Donc ça, c'est le volet beaucoup plus coaching. Donc c'est des ateliers de formation, mais qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Ce n'est pas de la formation académique. On n'est pas là pour nous substituer à la structure universitaire toute complète. Donc il y a des cursus académiques qui sont... Alors, est-ce que le CDE appartient à part entière à l'université? C'est une structure organiquement dépendante de l'université, c'est clair. Voilà, c'est ce qu'on voulait savoir. Dans son encadrement, dans sa logistique, mais il y a eu un partenariat avec l'Agence nationale d'aide l'ANESDA, de développement de l'entrepreneuriat. C'est elle qui est l'organisme impliqué dans le financement des projets de type petite entreprise. Là, le CDE, à travers ce partenariat, assure conjointement le cycle de formation pour les porteurs de projets, pas uniquement la catégorie étudiant. Tout porteur de projet, c'est-à-dire de 18 ans à 59 ans. Ah ben ça c'est bien, de 18 à 59 ans, donc ça va. Alors là, je reviens vers vous, Yassal Badour. Alors je le rappelle que vous êtes l'organisateur du salon Farmex, 9e édition. Alors en marge de l'exposition, en marge des exposants aussi, est-ce que vous avez un plan de conférence? Bien sûr, tout à fait. Comme chaque année, il y a des conférences, des communications, des ateliers, des symposiums proposés par les laboratoires présents. Donc c'est un programme très riche qui répond à la conjoncture actuelle. Cette année, on a choisi la thématique « Innover pour une santé durable ». Tout le monde parle d'innovation, de développement, la nouvelle technologie, l'intelligence artificielle et tout. Donc, il y aura beaucoup de communication et de débats dans ce sens. Ah, très bien. Alors, l'objectif, justement, cette année de Farmex, parce que Farmex, au début, son objectif, c'était d'avoir beaucoup plus d'exposants dans différents domaines très variés aussi. Donc, avec des conférenciers qui auraient... on va dire, contribuer à la tenue de Farmex. Donc, cette année, c'est quoi l'objectif, puisque vous avez atteint plus d'une centaine d'exposants? Tout à fait. Donc, le premier objectif, c'est bien faire connaître la production nationale algérienne, pour dire que pratiquement on couvre dans les 70-75% de nos besoins en médicaments actuellement. Et Inch'Allah, on arrivera à couvrir encore plus. La deuxième, c'est encourager les jeunes porteurs de projets d'avoir des partenaires et des gens qui vont les aider, les sociétés, pour les aider à développer leurs projets. On a aussi
Un petit truc pour les enfants. On a un C'est petit bien coin. de les intégrer. Voilà, on va ramener des enfants. Ils vont porter des blouses, examiner des patients, tout ça. Faire un petit peu le médecin, quoi. Voilà, faire le médecin et c'est tout. bien Donc ça ça. va être bien animé. Les initier un petit peu au monde scientifique. Tout à fait, tout à fait. Donc il y aura plein d'animations, plein de surprises. Je vous laisse venir et découvrir vous-même. Moi, je vais venir. En tout cas, là, ça me laisse languir. Hein. Tout à fait. Voilà. Alors, là, une toute dernière question pour vous, Monsieur Syed. Alors, quel est l'objectif de votre participation à Pharmex? Nous avons été généreusement invités à prendre part à cet événement qui a bien sûr une importance cruciale pour l'économie du pays. Et pour nous, c'était clair que nous, de la part de la vocation de l'université USO, qui est pratiquement parmi les rares universités dans le pays à englober toutes les spécialités d'ingénieurs que vous pouvez imaginer. Il y a même des spécialités qui n'existent nulle part en Algérie, on est les seuls à les accueillir. Oui. Entre autres, il y a les spécialités impliquées directement dans la thématique du salon, c'est bien sûr tout ce qui est biologie, biotechnologie, chimie, la chimie pharmaceutique, le génie des procédés pharmaceutiques et aussi, évidemment, tout ce qui est services et tout ce qui est prestations, c'est-à-dire des solutions qui intègrent la composante digitale dans le service destiné au domaine médical, hospitalier et parapharmaceutique aussi. Très Donc bien. nous avons sélectionné un panel, c'est très dans le contexte du salon. Il y aura 5 représentants de porteurs de projets. Ce n'est pas uniquement des porteurs de projets, ils sont en phase de post-incubation, c'est-à-dire ils ont déjà eu leur label. Donc, ils ont été distingués par le Comité national de labellisation. Et ils ont besoin un petit peu qu'on leur offre cette vitrine-là. Je remercie M. Yasser pour l'opportunité qu'il nous a offerte. Voilà. Oui. Généreusement, bien sûr. Donc, j'espère qu'ils auront la vitrine qu'il faut pour un petit peu entretenir et bien certainement, avec l'ambiance qui règne à Pharmex, je pense qu'ils vont trouver leur bonheur. Ils seront de la partie, ils seront acteurs de cette ambiance. Très bien, merci beaucoup messieurs. Et bon vent pour Pharmex 9e édition. Et puis bon courage à vous deux, bien sûr, le CDE et bien sûr Pharmex. Alors, un sujet signé Ilyas Benziane sur Bnet El Khair, BLK, on se retrouve juste après. بلي ولدي في التوحد كان عندي في عمره 3 سنين ونص. بدات الهضره تنقص ما ولاش يهضر كيما كان، بدا يضحك وحده ولا يدير لي تيك. تما عرفت بلي راه عنده توحد. جريت وقاسي زعما ماشي ساهل يكون عندك طفل توحدي في الدار، ماشي سهله بزاف. وزعما اول تجربه عندي ولد قبله نورمال، كي جا هو فيه توحد شويه نغبنت معاه وجريت ولي نغبنت بزاف. في المدرسه ما كانش، راه عنده في عمره 8 سنين، شويه صعيبه. ولد قاعد في الدار، الحمد لله يا ربي ناجم راهم متكفلين بهم، بدا يتاقلم شويه، بدا يخرج من هذيك القوقعه اللي راه فيها. الحمد لله ان شاء الله يا ربي ماذا بيا نشوف غير ولي متمدرس وصاي. هذا بزاف عليا. L'accompagnement psychologique des enfants en difficulté demeure l'un des défis phares du moment. Pour ce faire, le centre Bnet El Khair, comptant une dizaine de professionnels de la santé physique et mentale, ouvre ses portes à tout enfant souffrant de troubles tels que l'autisme, l'hyperactivité ou encore la dépression, et ce, au niveau du quartier Hay Sabah à Oran. On est un groupe de femmes bénévoles. Le groupe a été créé sur Facebook depuis presque 4 ans. On est actif, on fait tout ce qui est menu SDF, on aide les malades démunis par des lits médicaux, par des paiements IRM scanners, chaises roulantes. On aide aussi les petits malades, les hôpitaux, tout ce qui est hôpital Canastel, surtout l'hôpital de l'Hassi. Au début, j'ai commencé à c'est-à-dire à convoquer les patients chez moi, parce qu'on faisait appel sur les commentaires, les réseaux sociaux, vous comprenez comment ça se passe.
Mais même pas là, j'ai commencé, on s'est mis d'accord pour que ça soit des consultations ici au centre, comme ça, pour une prise de contact vraiment à l'aise. Et après, s'il y a une nécessité de prise en charge au niveau du cabinet, je les convoque au cabinet. Sinon, s'il y a des prises en charge, enfin, il n'y a pas de prise en charge vraiment médicale, c'est juste une éducation à l'hygiène buccale pour les parents et pour le patient, ça se résume ici. Mais je continue à venir les voir, même après, s'il y aura des nécessité de passer au cabinet, on n'aura pas de soucis. En dépit des faibles moyens disponibles, ce centre tente d'aider toute famille démunie, spécialement durant les sensibles temps sanitaires actuels. Il y a le côté, les enfants, ils étaient tous enfermés dans le confinement. C'est-à-dire un enfant autiste, la prise en charge et il rechute. On s'est retrouvé avec des parents, le cas, l'enfant s'est aggravé Z, ou en même temps, le parent n'a pas travaillé. Alors financièrement, il se trouve incapable et en même temps le cas s'est aggravé. C'est d'aider les enfants du mieux possible, justement en leur donnant un environnement sain, où ils sont libres, où ils sont en sécurité. C'est très important qu'ils soient en sécurité, même qu'ils soient en confiance. Il faut qu'ils nous fassent confiance déjà. On leur donne des jeux éducatifs aussi, ils sont à leur disposition. Depuis son ouverture en avril dernier, le centre d'accompagnement Bnat El Khair compte aujourd'hui une dizaine de médecins de différentes spécialités, œuvrant tous pour la création d'une véritable chaîne d'entraide, de solidarité et de soutien aux enfants en difficulté et à leurs familles. Alhamdoulilah, l'association continue d'exister, continue de faire ses actions caritatives grâce aux dons qu'on reçoit. On reçoit des dons d'argent qui nous a permis de louer cet espace, de rénover l'espace extérieur. On reçoit aussi des dons de médicaments, des dons de vêtements. Je tiens à remercier toute personne qui nous a aidés, qui nous a permis d'effectuer toutes les idées qu'on avait pour aider les enfants. De retour sur notre plateau et puis à signaler aussi que le sujet a été fait par Ilyes Benzien, notre journaliste et rédacteur en chef, alors chargé de préparer toutes les émissions en direct à la station régionale d'Oran. Alors le sujet, il est daté de quand même il y a quelques années, donc pour montrer un petit peu ce qui se passe chez Bnat El Khair. Alors pour parler de cette association qui en fait beaucoup d'ailleurs et dont des actions caritatives et les actions justement scientifiques aussi, et bien sûr elles sont là debout pour l'Octobre Rose. Alors on ira voir avec ce qui se passe avec elles. Voilà, je rectifie, c'est des filles, c'est des dames qu'on reçoit cette matinée. Alors, avec Madame Ammaria Messifi, alors vous êtes dentiste. Oui, voilà, je suis médecin dentiste, voilà. Voilà, oui. Vous êtes chirurgien dentiste oui. Et présidente de l'association BLK. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci vous n'êtes à pas seule. Alors, c'est une dame qu'on a reçue déjà l'année dernière pour l'action justement l'Octobre Rose. Alors, elle est toujours présente. C'est une dame de fer. Moi, je l'appelle dame de fer parce qu'elle est toujours présente dans cette action, surtout en ce qui concerne la sensibilisation du dépistage précoce. Alors, c'est docteur Nedia Hadri. Alors, elle est médecin généraliste. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté l'invitation et d'être avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Merci. D'accord. Vous êtes bien détendue, vous. Par contre, je vous sens un petit peu stressée, non? Non, vous êtes à l'aise avec nous. Très bien. Très bien. Alors, on a pu voir un petit peu tout ce qui se passe chez Bnat El Khair, que c'est un centre qui s'occupe beaucoup plus d'enfants qui sont en déficit et en difficulté mentale, etc. Mais aussi, vous faites des actions pour l'Octobre Rose. Alors, parlez-nous beaucoup plus sur l'action du 9 octobre qui s'est passée à Sidi Marouf. Oui, ça va plus, hein, cette action. Oui, de toutes les façons, je voudrais juste faire une petite rectification. Oui. Parce que Bnat El Khair, c'est l'association Bnat El Khair. C'est une association dont le premier objectif, c'est le centre d'accueil des enfants en difficulté. Oui. Donc nous, on travaille en tant qu'association et en tant que... on gère le centre des enfants en difficulté. Donc, en tant qu'association, on fait le plus, c'est-à-dire ce qui est en dehors du centre, tout ce qui est, comme vous venez de dire...
les campagnes de sensibilisation, la formation, les déplacements sur les terrains, les sorties et ainsi de suite. Donc l'action... C'est beaucoup plus dans les endroits retirés parce qu'on a plus de Manataq Dalla. Ça y est, ce problème a été résolu. C'est les zones enclavées. Voilà, c'est des zones enclavées. Retirées, on va dire, parce que Sidi Marouf, quand même, c'est à quelques kilomètres d'Oran. Ce n'est pas accessible aux dames, aux femmes qui habitent déjà Sidi Marouf, mais il y a de très belles maisons. C'est un endroit où il y a beaucoup de personnes qui habitent. Il y a des marchés, il y a des supérettes. Donc c'est un bel endroit, mais seulement un petit peu retiré de la ville d'Oran. C'est pour ça que moi je pense, je vais le dire en arabe et en orani, il y a pour venir, pour se faire dépister. Tout à fait. Donc elle se dit, je ne suis pas malade, je ne souffre de rien, donc je n'ai pas pourquoi je vais y aller pour consulter en fait. Donc je disais que quand j'ai dit Manataq Dal, parce que ça nous est arrivé de se déplacer un peu plus loin de Sidi Marouf. Donc on est parti dans les bidonvilles. Pas Manataq Dal, non, parce que ça n'existe plus, madame. Oui. On a les endroits retirés parce qu'il y a des douars, il y a des villages, il y a des... moi, ça m'est arrivé de partir en mission, mais de voir quand même des fermes très retirées, mais ce sont de belles fermes. D'ailleurs, j'ai adoré et je tiens à remercier et à dire bonjour aux habitants d'un endroit, alors que personne, je pense que peu de personnes connaissent, c'est le Gharaïb, du côté de Msila. Alors, ce sont des personnes magnifiques, ou ce sont des fermes magnifiques aussi. Alors, c'est un endroit où on retrouve justement notre santé. Hein. Ouais, on y retrouve. Hein. Tout à fait. Bon, pour l'action de June 9, on a été à la demande d'une maison d'accueil des cancéreux qui se trouve à Sidi Marouf. Donc, c'est des gens d'ailleurs très charmants que je remercie, ils nous ont très bien reçus. C'est à leur demande qu'on a pu faire, qu'on a décidé de faire le dépistage, la sensibilisation au niveau de Sidi Marouf. Et bon, ça a été très constructif et très bénéfique pour les gens du village, si j'ose dire. Et voilà, donc on a installé notre stand devant la maison d'accueil des femmes cancéreuses. Et là, donc, il y avait des sages-femmes avec nous, des psychologues, moi-même, Dr Hadri qui chapeautait le tout. Donc, et on prenait le tout venant, quoi. Avec, on va dire pas Dr Hadri, la femme de fer en fait, voilà. qui est tout le temps debout lors de cette action. D'ailleurs, il y a une autre action que vous êtes en train de préparer, une autre action. Est-ce que vous pouvez nous parler de la préparation de cette action et quand est-ce qu'elle est programmée? D'accord, on a la deuxième action que BLK va assurer. C'est le 23 octobre, Inch'Allah, si on obtient l'autorisation, bien sûr. Donc le 23, ça sera à Eshra. Et ça sera dédié aux femmes des sociétés. Bon, Madame Messifi vous dira les sociétés qu'on a invitées. Oui, on a invité peut-être une dizaine de sociétés. Et nous, on vise les femmes qui travaillent dur, surtout. Comme l'année passée, on avait fait la même chose. Donc là, on refait aussi. Et ça va être les femmes qui travaillent dans des usines, qui sont amenées à faire un travail dur et surtout manuel. Et puis, comme vous avez dit, qui n'ont pas le temps ou les ajzo d'aller se faire dépister. Et généralement, elles n'ont pas le temps. Elles travaillent toute la semaine et puis voilà, elles travaillent dur. Elles travaillent dur en plus. Et la nouveauté cette année, c'est que, parce qu'on a fait la même action l'année dernière, mais cette année, on a essayé de toucher plus et de changer. Par exemple, on a un radiologue, il ne va pas nous montrer des images, donc il va faire l'échographie sur place. Il y aura un atelier palpation et un atelier pour apprendre l'autopalpation aux femmes et l'échographe juste à côté. On a invité une naturopathe parce que l'alimentation saine et tout, c'est un moyen de prévention. Donc, on a changé un petit peu de... Alors, et quel est le rôle justement de la psychologue dans cette action? Parce que c'est très important. Oui, exactement. C'est-à-dire même l'année passée, même l'année passée, on avait fait appel à une psychologue. Ça, c'est juste pour toucher le côté psychique de la femme, soit déjà atteinte, ou les femmes qui ont la phobie ou la peur d'avoir cette maladie. Alors, je vais vous dire, entre nous, hein, on est des femmes, et on comprend quand même toutes ces maladies, on sait de quoi il s'agit.
Donc franchement, même les femmes qui sont intellectuelles, elles ont une peur bleue d'aller pour se dépister. Oui, exactement. Alors, bon, si vous voyez ce mannequin, on a essayé de montrer que nul n'est à l'abri. Ça peut toucher tout le monde. C'est des célébrités qui ont eu le cancer et qui ont continué à travailler, voilà, qui ont continué à exercer, qui ont continué à travailler, à lutter. Donc, c'est un message qu'on veut faire passer que c'est guérissable. Donc, il y a aussi ça, c'est pour montrer que si une femme, elle a eu le cancer du sein, elle a une mastectomie, suite à la chimio, elle a perdu ses cheveux. Donc, il y a les prothèses mammaires que BLK offre aux patientes. Il y a des perruques, Action Perruque, donc on peut regarder sa féminité même en ayant cette maladie. Ah bah oui, bien sûr. Ça va être un don durant la journée. Et comme il a dit Dr Hadri, je reviens sur l'écho mammaire, ça va être une première pour toutes les actions qui ont été faites, que jamais l'écho mammaire n'a été faite sur place. Nous, l'écho mammaire va être sur place. Donc il y aura la palpation, et toute femme suspecte passera à l'écho mammaire. Donc ça, c'est en collaboration avec la DSP, c'est ça? Oui, si vous voulez. C'est en collaboration avec la DSP. Oui, la DSP et le PSP, c'est derrière. Donc c'est un vrai dépistage qui va se faire en même temps que la sensibilisation. Donc on va faire sensibilisation et dépistage en même temps. Donc c'est pour ça on voulait avoir un maximum de femmes. On a invité même des femmes qui habitent à Boufates, qui vont venir. Ah donc c'est à côté, le village. Oui, ils vont avoir un transport et venir assister et se faire dépister. Et il y aura des perruques et des prothèses mammaires qui vont être offertes aux femmes qui ont déjà le cancer. Très bien. Voilà. Donc, ce sont les deux principales actions. Et nouveautés surtout. Et les nouveautés surtout pour cette année. Pour cette année, justement. Alors, et lorsque vous détectez déjà une personne qui, entre guillemets, peut avoir quelque chose lors de l'échographie, c'est-à-dire quelle est la suite de cela? Donc là, c'est l'équipe médicale qui rentre bien sûr en jeu. Donc on va l'orienter pour faire une mammographie, parce que pour détecter, c'est-à-dire pour préciser. Et puis il y a tout un circuit au niveau du CHU, de l'EHU, pour la prise en charge de cette patiente, d'accord, pour confirmer la pathologie et aussi pour la conduite à tenir ultérieure. Et l'association accompagne aussi les femmes après. Je parle des femmes démunies. On l'accompagne pour tout ce qui est... qui n'ont pas les moyens. Qui n'ont pas les moyens pour tout ce qui est, comme elle dit, écho-mammaire, scanner, IRM, tout le reste. Les analyses, la biopsie... tout ce qui demande d'être payé, quoi. C'est l'association qui accompagne. C'est l'association qui prend en charge tout ça? Oui. C'est ça. Et comment vous détectez les personnes qui sont démunies, qui n'ont pas les moyens de se permettre, on va dire, de payer des analyses, des check-up, comment vous les détectez? Est-ce que vous faites... Oui, on fait une petite... Si vous voulez, une petite enquête, c'est-à-dire un interrogatoire aussi, les fiches familiales, les adresses, et voilà, on fait une petite enquête sur la personne, et puis... Très bien. Généralement, quand ils sont démunis. Donc, on n'a pas eu de gens qui n'étaient pas démunis, qui se passaient pour des gens. Non, jusqu'à présent, on n'a pas eu ce problème. Oui, bien sûr. Franchement, non. Quelqu'un qui est démuni, donc... Voilà, ça se voit, ça se détecte. Ça se sent aussi. Voilà. Ça se sent aussi. Alors là, je m'adresse à vous, Dr Hadri. Alors, vous faites partie de l'EPSP Saint-Eugène? Non, je ne suis plus à Saint-Eugène. C'est Derria. Je suis coordinatrice de la polyclinique Yasmine. Très bien. Alors, et là, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu et nous donner votre plan d'action pour cette belle action de sensibilisation contre le cancer du sein? De toute façon, au niveau de l'EPSP, c'est-à-dire toutes les polycliniques et même toutes les polycliniques et les EPSP de tout le territoire d'Oran font cette sensibilisation au niveau des mosquées, au niveau des mairies, au niveau des marchés, comme l'année dernière qu'on a fait Saint-Eugène. Des universités. Donc, des universités, on l'a fait ce lundi. Donc, c'est-à-dire aussi au niveau des mairies, les postes. Donc, on se rapproche
là où il y a une densité de femmes, même au niveau des offices. Enfin, à Aqid 1, ils ont fait My Party. Oui. Donc là où il y a même ces supermarchés, là où il y a des femmes, là où il y a beaucoup de femmes qui partent, on va vers eux pour essayer de sensibiliser, pour dire que en octobre rose, on lève le haut et dépiste-toi. Donc voilà. Bon, c'est parce que le dépistage, ça reste, c'est la pierre angulaire, c'est pour éviter tout ce qui est, pour ne pas arriver à la mastectomie, pour ne pas arriver à la chimio. Et puis on promouvoit aussi au niveau de l'allaitement maternel, parce que l'allaitement maternel il est très important. Très important. D'ailleurs, dans ce sens-là, même à la polyclinique, on a fait un coin allaitement. Ah, c'est bien. Un coin allaitement, voilà. C'est bien. Donc bien. voilà, un coin allaitement avec une salle d'allaitement. C'est bien. Voilà. Donc c'est des petites actions qu'on essaie de faire pour encourager. Et qu'est-ce qu'il y a dans le panier? Alors dans le panier, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je sais que vous les fabriquez vous-même d'ailleurs. Oui, bon, grâce moi-même et mon équipe. Oui. C'est tout ce c'est le PS. C'est le PS, c'est un travail d'équipe. Voilà. D'ailleurs, je tiens à remercier. On a une formidable psychologue, Tabbesh Raja. Je remercie aussi Kamarawi Samira, Imen. Elles ont fait un travail. Présente. Vous avez dit Imen, j'ai dit présente. Présente. Ben oui, vous contribuez aussi d'une façon ou d'une autre. Bon, on vous offre ce merci, c'est avec plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Alors, pour offrir, ils ont fait des petits. Ah, c'est mignon. Pour l'attraction et puis aussi pour. Des petits nœuds pour la couleur rose, exactement. Oui. Ils ont tricoté, c'est ça? Ils ont tricoté aussi, regardez. Très bien. C'est-à-dire on a découvert même le don artistique pour... Exactement. Merci beaucoup, mesdames. C'est un plaisir de vous avoir des biscuits personnalisés aussi. Des biscuits personnalisés. Alors, juste, on demande à notre réalisateur Mehdi Defallah de zoomer sur le biscuit personnalisé Octobre Rose. Ouais. Donc, j'aime bien ça, j'ai aimé. Voilà. Juste avant l'escapade musicale, je vous propose cette escapade musicale, on se retrouve juste après. منصوبات عسل جنود كي تشوفهم تصفر وتلاقي نهارك حلو الناس جمود نهارك حلو الناس جمود قاسوا حيوطها والقرمودة عالبيبان وشتوق طالبينا داوخ والأعمام وجدودة داوخ والأعمام وجدودة
Eh bien, voilà, j'espère que vous avez apprécié cette chanson qui est juste à la veille du 17 octobre. Le 17 octobre, une date ancrée dans la mémoire de tous les Algériens. Alors, c'était une marche passive qui a mal tourné. Donc, Rabbi Yerham Shuhada, Rabbi Yerham اللي ماتوا وربي يطول في عمر les moujahidines qui sont toujours en vie. Alors, au début de notre émission, j'ai annoncé qu'on va parler de la femme rurale puisque le 15 octobre correspond à la journée mondiale de la femme rurale. Alors, on ne peut contourner Madame Allou Rahou. Impossible. Alors, elle est présidente de l'association Main dans la Main Femmes Rurales. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, et je le signale aussi que vous êtes la première femme qui a ouvert et qui a fait monitrice de conduite. Oui, auto-école. Oui. Auto-école. Très bien. Alors, on parle de la femme rurale. On ne peut, on va dire, pas vivre, mais on ne peut pas contourner la femme rurale, en fait. Parce que la femme rurale, elle existe, elle est là, elle nous rend service. Un énorme service aussi. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler des actions de formation des femmes? Oui, je vais pour ça fait bien. On fait des formations. Moi, je vais passer toutes. On fait des formations dans plusieurs domaines agricoles et artistiques. Bon, pour les ateliers de poterie, ça fait plusieurs années qu'on est toujours sur la formation de la poterie, mais pour l'agriculture, il y a 4 ans qu'on a développé notre projet de lavande. La lavande, les plantes aromatiques et médecine. La lavande, c'est-à-dire le khzama, oui, c'est ça. Ouais. C'est ça, la lavande. Oui. Voilà. Et on a fait des transformations avec ce produit, c'est à la lavande. On a fait les bougies, le savon, les sachets de lavande. À base de lavande. Les huiles essentielles. En plus, ça sent très bon, la lavande. Oui, bien sûr. On a l'alambic, on fait des huiles essentielles, l'hydrolat. Vraiment, il y a beaucoup de transformations pour la lavande. Et puis, c'est une grande richesse parce que économiquement, ça rapporte quand même. Les huiles essentielles sont très demandées en ce moment. Effectivement, voilà. Et elles commencent, c'est-à-dire les vraies huiles essentielles, elles coûtent cher aussi. Oui, ça coûte très cher, bien sûr. Ça coûte très cher. D'ailleurs, je me rappelle que vous avez justement commencé par la production du safran, je crois. Vous avez fait ce projet. Et le safran, ça fait une dizaine d'années qu'on fait la culture du safran. C'est un projet du président du gouvernement. Il sollicite que toutes les femmes rurales et les gens se mettent au safran en Algérie pour pouvoir l'exporter, le commercialiser. Le commercialiser. Oui. Parce que déjà, il coûte très cher le safran. Oui, l'or rouge c'est coûte très cher. Mais il y a un travail un peu très délicat. C'est pour ça que... Comment il se fait, le travail, puisqu'il est délicat? Il faut pour la culture, il faut planter, mais il y a un désherbage à faire au moins deux fois dans l'année. Et ensuite, il faut passer à l'arrachage, à l'émondage et faire sécher le pistil. Le pistil, c'est 3 petits cheveux, mais 3 petits cheveux très fins. Il faut 176 fleurs pour faire 1 gramme de safran. C'est pour ça que c'est cher. Voilà, c'est pour ça. Et en plus de ça, il ne pèse pas lourd. C'est ça le problème. Il est très léger. Très, très léger. Très léger. Et c'est difficile de le trouver. Hein. De trouver le vrai, c'est très difficile. Oui, ben, il n'y en a qu'à venir à l'association Main dans la Main. Nous avons Où se trouve l'association Main dans la Main? La bonne adresse alors? Au parquet, on en a fait le parquet, la maison de jeunes. Ah d'accord, juste là. Oui. Et pour celles qui veulent le cultiver, on peut leur donner les bulbes. Et les bulbes, c'est ça la bulbe. Ah d'accord. Pour planter. On a les possibilités de leur donner des bulbes. Mais ça demande un travail très minutieux. Très minutieux et très engageant aussi. Bien sûr. Très engageant. Et il faut aimer aussi, hein, parce que les plantes, ils ressentent notre amour. Il faut être passionné. Si voilà. vous êtes passionné du végétal, c'est pas la peine d'essayer. Alors, vous avez fait le safran, le moringa. Le moringa oleifera, voilà, la graine et les feuilles, et même l'huile végétale.
L'huile végétale du moringa, ça se fait avec les graines. Et c'est bon pour l'huile C'est végétale. cosmétique, c'est pour l'entretien des cheveux, de la peau, tout ça, c'est des bases pour le cosmétique. Très bien. Alors, vous avez fait et les champignons. Les champignons. Ah, ça a été d'ailleurs un point très essentiel, le champignon, la culture du champignon. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette belle expérience? Ben, il y a le champignon, il y a plusieurs qualités dans le champignon. Il y a le champignon de Paris et nous, on cultive le champignon pleurote. C'est un champignon très prisé, très parfumé. Mais seulement, le problème du champignon, il faut avoir de la bonne qualité de mycélium. Voilà, il faut s'adresser aux gens qui produisent le champignon de qualité pour avoir une bonne production. Voilà. Et ça prend du temps? Non, non, non. Le pleurote, après 20 jours, quand vous cultivez votre mycélium, 20 jours après, ça demande de l'humidité. Justement, j'allais vous poser la question, ça demande de quoi pour avoir une belle culture justement de Et champignons? pour ça, il faut installer des humidificateurs, il y a toute une installation à mettre. Et n'importe qui peut cultiver champignons, même dans son garage, et vous pouvez manger toute l'année du champignon après. Alors, on est à l'ère du numérique. Est-ce que vous vous êtes adapté justement à cette ère de technologie? Moi, c'est difficile vu mon âge, un petit peu. Je m'adresse toujours à mes petits-enfants et mes enfants pour me guider. Hein. C'est pas. Oui. Alors, et la femme rurale, parce qu'il y a quand même des femmes très. On va dire, elles sont jeunes. Ouais. Elles sont jeunes et elles sont instruites maintenant, parce que maintenant, avec les écoles qu'on installe dans tous les douars, dans toutes les maisons, dans tous les villages, il y a les lycées, il y a les écoles gratuites, tout ça. Il y a même le sport, il y a même des piscines chez nous à Boutilis et à Gdil. Donc même le sport, elles font du sport. Ce n'est plus la femme rurale d'antan. C'est la femme rurale moderne. Moderne, exactement, oui. Ça change. Alors, voilà, ça change, oui. Alors qu'elle s'agrippe à sa culture, elle s'agrippe à ses traditions, à ses coutumes. Elle n'a pas laissé tomber sa poterie, elle n'a pas laissé tomber son savoir-faire, elle n'a pas laissé tomber tout ce qui est, on va dire, la gine, tout ce qui est pâte, tout ce qui est msemen, etc. Donc, elle n'a pas laissé tomber ça. Au contraire, elle a développé ce domaine. Tout ce qui est artistique, elle a maintenu et elle se développe de plus en plus. Parce que maintenant, vu, comme vous dites, la télé, les vidéos, tout ça, on apprend encore mieux parce qu'on n'est même pas obligé d'aller à l'école. On peut s'instruire à travers les informations, à travers les vidéos. Est-ce qu'elles ont participé à des salons? Est-ce qu'elles vont participer aussi à des salons à travers votre association? Ben justement, samedi, nous avons un salon que la DSA et la Chambre d'agricole qui ont organisé. Le samedi, à la pépinière, là où on avait fait le salon du safran. Oui. Voilà, il y a une très grande exposition sur la sécurité, sur l'alimentation saine, sur la vulgarisation agricole et en même temps la femme rurale. Et donc on y est invité et elles vont toutes venir. Est-ce qu'on peut dire justement que la femme rurale est une vraie chenille? C'est la locomotive, oui. C'est la locomotive de l'économie en Algérie? Oui, du développement économique. Dans quel sens? Parce qu'elle produit silencieusement, mais elle produit. Il y a beaucoup de choses qu'elle fait, mais qu'on n'en parle pas assez, mais elle fait beaucoup de choses. Alors, du champignon, on va dire, c'est une première. Aujourd'hui, vous nous avez ramené même une nouveauté. Donc, la culture du bonsaï, cette plante très prisée et très chère aussi. Le bonsaï, alors, c'est une plante japonaise, chinoise, donc asiatique, on va dire, en général, puisqu'on la trouve ancestrale, qui très raffinée et très chère aussi. Donc, vous avez commencé justement la culture de cette voilà, plante. Ce jeudi 23, j'invite tous les gens qui veulent venir pour faire une formation gratuite. Hein. À la pépinière Fi'an Baïda chez le docteur Tahraoui, qui nous a, parce que c'est un spécialiste du bonsaï, qui nous a ouvert ses portes, que c'est lui qui va faire la formation. Le bonsaï, c'est un arbre à la maison. Vous n'êtes même pas obligé d'avoir de la terre. Effectivement, oui. Voilà. Seulement, il y a l'entretien, il y a le compost de spécifique, il y a aussi l'entretien des racines.
c'est un petit peu, il y a un petit travail, mais pour les gens qui ont la main verte, c'est... Alors, comment on entretient un bonsaï? C'est vous qui donnez la forme à la branche. À chaque fois, il faut tailler, il faut le tourner, il faut le mettre comme vous voulez. Vous lui donnez la forme que vous voulez. Un arbre, donc, on le façonne nous-mêmes, c'est ça? Voilà, vous façonnez vous-même. Un olivier de 15-20 ans, il serait toujours les mettre dans votre fenêtre, dans votre jardin, dans votre maison. Effectivement, un olivier, oui. Un arbre. Voilà. Un citronnier. C'est le bonsaï, on appelle ça le bonsaï. Parce que maintenant, on trouve, c'est la tendance des arbres nains actuellement. On y trouve le citronnier nain, l'oranger nain, le cerisier nain et ainsi de suite. Donc, c'est la grande mode. Est-ce que vous avez réfléchi à ce que vous fassiez, vous aussi, la culture de ces arbres nains? C'est pour ça qu'on va faire la formation. D'abord, toujours, on passe par la formation. Après, le choix de l'arbre, ça vient de la personne. Elle fait ce qu'elle veut. Elle peut planter ce qu'elle veut. Mais c'est très important toujours d'initier des choses à des choses originales. Je ne reste pas toujours dans les couscous, les pâtes, tout ça. J'aime toujours l'originalité et c'est pour ça que... Ah ben oui, la femme rurale ne se limite pas justement au couscous, au berkoukès, etc. Donc il y a d'autres... Il faut toujours qu'il y ait une nouveauté dans les produits et ça fait un petit peu... Donc la femme rurale s'est mise au diapason de la technologie. Bien sûr. C'est ça. Merci beaucoup. Merci madame. Rahwa Allou, c'est un plaisir de vous recevoir et de vous écouter parler justement de cette femme rurale qui a pris le dessus et qui a pris aussi une certaine indépendance justement dans son domaine. Donc merci beaucoup. Hein. Alors, sujet de Boubacar, c'est ça? Voilà. Alors, sujet de Boubacar Mansouri, alors concernant le colloque international sur la question sahraoui, lecture Ilyas Benziane, on se retrouve juste après avec notre invité. Dans un cadre académique évoquant les liens étroits scientifiques et humanitaires liant l'Algérie au Sahara occidental, l'université d'Oran 2, Ahmed Ben Ahmed, a abrité un colloque international qui a rassemblé un nombre de chercheurs et académiciens autour d'un débat scientifique sur les transformations géopolitiques actuelles et leurs répercussions sur la question sahraoui. من خلال هذه المداخلات إلى التوصل إلى كشف حقائق أرض الواقع التي تشير أساسا وتشير بالدرجة الأولى إلى أن مسار التحرر متواصل لغاية نيل استقلال الصحراء الغربية جمهورية كاملة السيادة على أرضها. نشكر الشعب الجزائري عامة شعبا وحكومة على مواقفها الدائمة التي لا تتغير بتغير المكان ولا الزمان ولا بتغير مواقف الدول الأخرى. الحمد لله الظروف الدراسية جيدة. دولة الجزائر جزاها الله خيرا موفرا جميع المتطلبات الحمد لله بالإقامة بالدراسة بكل شيء ما نحتاج أي شيء الحمد لله. Un événement académique qui renforce la place de l'université algérienne en tant que levier de défense des causes justes en appuyant le droit à l'autodétermination des peuples opprimés. دورنا هو مساندة القضية الصحراوية في شقها العلمي وفي شقها البحثي. فنحن بطبيعة الحال نكون مجموعة كبيرة من طلبة صحراويين في جامعة وهران 2 ونعطي لهم الأهمية القصوى. جامعة فايت من الصحراء الغربية هي الجامعة الوحيدة التي تربطها حوالي 66 معاهدة تعاون دولية في إطار الدعم والمساندة والتأييد في موضوع الدبلوماسية الأكاديمية وإنتاج أنشطة وكذلك مناشير أكاديمية وملتقيات علمية. Une rencontre aux dimensions intellectuelles et humanitaires qui renforce la vision de l'Algérie, qui place la connaissance en tant que chemin vers la paix et un appui constant à toutes les causes justes à travers le monde. Eh bien voilà, la question sahraoui à l'honneur en cette matinée au Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran. Il est 9h moins 10 tapante. Donc, et on reçoit notre invitée, Madame Khadija Mhammar. Alors elle est enseignante-chercheur en sciences politiques et internationales, présidente du conseil scientifique du colloque international sur la question sahraoui. Bonjour. Bonjour Madame. Vous, ça va? Ça va très bien. Vous allez bien? Très très bien. Merci. Bien réveillé? Oui, bien sûr. Très bien. Alors, le colloque international. Alors, comment le colloque a-t-il traité la dimension géopolitique du conflit sahraoui?
D'accord. Bon, tout d'abord, bonjour à vous, madame, bonjour à nos chers téléspectateurs. Permettez-moi d'abord de souligner que le colloque est notre premier travail conjoint entre l'université d'Oran 2 et l'université de Tfariti de la République arabe sahraoui, suite à la signature de l'accord de coordination entre les deux universités. Le colloque a eu la date du 12 octobre, cette date qui marque la 50e commémoration de l'Union sahraoui, et on a traité, qui a eu pour intitulé le futur de la question ou de la cause du Sahara occidental à la lumière des mutations internationales actuelles. Donc, on a traité plusieurs sujets, plusieurs thèmes cruciaux, très importants, dont notamment le droit naturel du peuple sahraoui à l'autodétermination, le respect des instruments du droit international et surtout le droit et la dignité du peuple sahraoui. On a essayé de traiter le sujet de manière théorique en s'appuyant sur plusieurs approches académiques, dont notamment l'approche géopolitique et surtout l'approche géostratégique. On a mis l'accent sur le rôle de l'Union, de l'Organisation des Nations Unies dans la gestion et l'issue, pour trouver un issue légal et surtout un issue qui garantit les droits du peuple sahraoui. Alors, ce sont les points essentiels qui ont été mis, on va dire, mis sous le projecteur du colloque international sur la cause sahraoui. Alors, la reconnaissance diplomatique du Sahara occidental par certains États ces dernières semaines a-t-elle été abordée lors du colloque international? Oui, bien sûr, elle a été largement abordée lors du colloque, mais on a aussi parlé beaucoup des dépassements des droits de l'homme, des problèmes et les challenges, surtout les défis que connaît aujourd'hui, qui font face à la question et la cause du peuple sahraoui, surtout quand on regarde et quand on analyse les différentes mutations sur le plan régional, continental et voire même mondial. On a aussi mis l'accent sur les conditions humaines du peuple sahraoui, qui sont des conditions, le moins qu'on puisse dire, affreuses. On a aussi parlé des crimes contre l'humanité commises par le système marocain contre le peuple sahraoui. Un sujet qui a été largement débattu est le pillage des natures et des ressources du peuple sahraoui et surtout l'exploitation illégale par le système marocain de ces ressources naturelles. On a parlé aussi de différentes souffrances sur le plan humain, preuves à l'appui, des témoignages, des images, surtout qu'on a invité des chercheurs militants de la cause sahraoui, des chercheurs venant de plusieurs établissements en Europe et notamment de la République sahraoui arabe. Très bien. Alors, et comment la recherche politique peut être booster, on va dire, la cause sahraoui? Aujourd'hui, nous appuyons surtout la consolidation de la diplomatie multilatérale. Nous cherchons à mobiliser les organisations internationales, les médias, les organisations humaines, afin de garantir l'accès du peuple sahraoui à son droit naturel à l'autodétermination. Nous accentuons surtout le rôle des Nations Unies comme étant le gérant essentiel de la question, et nous cherchons à trouver les voies diplomatiques surtout afin de relancer le processus de négociation entre les deux belligérants, le Sahara occidental et le Maroc, afin de garantir au peuple sahraoui l'accès à son droit naturel à l'autodétermination.
C'est une question d'ailleurs très difficile à aborder déjà. Et le peuple sahraoui, c'est un peuple opprimé par un colon qui en fait beaucoup d'ailleurs. Et l'Algérie est toujours aux côtés de ces peuples opprimés en général. Je ne parle pas uniquement du peuple sahraoui. Alors, quel est le rôle que joue l'Algérie actuellement aux côtés de ces peuples opprimés? L'Algérie a toujours été à côté des causes justes. Ce n'est pas une position politique, ce n'est pas une position stratégique ou géostratégique, c'est tout simplement une cause juste, naturellement juste. Qu'est-ce qui peut être plus affreux, plus lamentable que d'oppresser toute une population, que de voler son histoire, son identité, ses droits fondamentaux et non seulement et d'exploiter ces richesses. Donc l'Algérie joue un rôle très important dans la question du Sahara occidental, non comme une partie du conflit, au contraire, mais elle essaye de trouver un issue à une situation qui a duré plus de 50 ans aujourd'hui et que jusqu'à maintenant, il y a toute une nation qui a perdu ou qui est en train de perdre beaucoup de son identité, de son entité, et qui aujourd'hui, même son existence est en risque, parce qu'on commençait, le Maroc cherche à déformer la population. Il est en train de coloniser de plus en plus de terres. Il est en train de délocaliser la population marocaine envers les territoires sahraouis, ce qui fait que l'identité sahraoui elle-même aujourd'hui est en danger. Donc l'Algérie ne cherche pas à être une partie prise du conflit, mais elle cherche tout simplement de remédier, de trouver une solution pacifique, surtout, à ce conflit. Alors, est-ce que vous avez abordé lors du colloque du rôle très important des médias et de la société civile? Oui, bien sûr, parce que c'était déjà l'un des principaux objectifs du colloque, parce que pour nous, la question sahraoui n'est pas assez abordée par les médias. C'est tout à fait normal, voir les sujets sur le plan mondial, voire même continental. Cette question est un peu partie vers l'oubli, vers l'ignorance, si je peux dire. Et c'est pour ça que nous avons mis l'accent sur le rôle important des médias locaux surtout, pour justement informer l'opinion publique de l'importance de cette cause, parce que de plus en plus on prend la cause sahraoui comme étant du passé simple, alors qu'en réalité il y a tout un peuple qui est présent et qui cherche à lever la voix, mais on ne lui a pas vraiment donné les moyens d'exprimer sa cause et d'aller vers sa quête. Alors, et quelles sont les résolutions par lesquelles vous êtes sortis lors de ce colloque international? Bon, tout d'abord, la résolution la plus importante, c'est le respect des instruments du droit international. Parce que, comme je l'ai déjà dit, le Maroc est parti dans cette voie d'exploitation illégale. Il est en train de mettre l'opinion publique mondiale devant le fait accompli. On est là, on exploite les économies, on a de la population qui vit, parce qu'aujourd'hui le Maroc a mis la main sur 80% du territoire sahraoui. Donc on veut vraiment que les lois, que les instruments du droit international soient respectés. Aussi, on a mis l'accent sur le rôle crucial de l'Organisation des Nations Unies comme étant la vraie garantissante de l'accès du peuple sahraoui à ses droits fondamentaux. On a aussi cherché à trouver de nouvelles voies de recherche sur la question afin d'exploiter des meilleures voies sur le terrain pour justement informer l'opinion publique, pour engager les organisations, que ce soit humanitaires ou internationales, dans la cause, surtout la résolution de la cause du Sahara occidental. Alors quel est l'objectif justement principal, on va dire, ou alors les objectifs principaux que vous voulez atteindre lors de la tenue de ces colloques internationaux? Comme je l'ai déjà souligné, nous voulons juste montrer cette position
diplomatiques de l'Algérie et son rôle crucial dans la gestion des dossiers, surtout de décolonisation sur le continent, à savoir que la question du Sahara occidental est la dernière question de décolonisation sur le continent. Donc, on aimerait bien aller d'avant, surtout pour la prospérité du continent, parce que si on prend la question du Sahara occidental, on verra qu'elle pèse sur le niveau régional, sur les sphères continentales, et ça empêche beaucoup de projets dans la voie du développement régional et continental. Alors, et comment ces colloques internationaux déteignent sur l'opinion internationale? Bien sûr, à travers les résolutions et les recommandations surtout qu'on doit communiquer surtout aux organisations, aux différentes organisations, qu'on doit communiquer avec d'autres enceintes académiques, c'est très important aussi, avec les relations et la collaboration avec d'autres académiques dans d'autres pays. On espère qu'on aura d'autres occasions où on aura invité beaucoup plus de militants, surtout en Europe et dans d'autres pays africains. Très bien, je pense qu'on arrive à la fin de notre petite rencontre, on va dire, qui était vraiment fructueuse. On a su un petit peu ce qui se passait lors de ce qui s'est passé lors du colloque international. Donc, on espère aussi qu'il y ait d'autres tenues de d'autres colloques pour un petit peu booster cette cause sahraoui pour laquelle même les Algériens se sentent vraiment concernés de cette belle cause, on va dire, juste. On va dire c'est exactement juste parce que le peuple algérien a un petit peu connu pas un petit peu, il a connu cette situation dans laquelle se trouve le peuple sahraoui, parce qu'on a senti on va dire tout ce qui est on va dire la pression du colon. Alors quand il a voulu effacer notre identité, notre entité aussi, mais les Algériens, ils sont butés, comme on dit, donc ils ont tout fait pour arracher cette liberté. Donc on l'a et puis on la vit. Donc on espère aussi que le peuple sahraoui arrachera sa liberté, Inch'Allah, et ils vivront comme nous, on est en train de vivre. Merci beaucoup, Madame Khadija Ma'ammar. Alors, je le rappelle que vous êtes enseignante, chercheur en sciences politiques et internationales, et vous avez été présidente du conseil scientifique. Merci beaucoup. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a normalement? Une escapade musicale? Une chanson de Mihar Menouli Charraoul. On se retrouve juste après.
Son ticket pour le mondial de 2026. Alors je le rappelle aussi qu'elle a décroché son ticket ici même à Oran, donc au stade Miloud Hetfi. Alors ça a été en apothéose, croyez-moi. Alors Oran en fête depuis jeudi après le match, donc, et on a quelqu'un qui a vécu ces émotions, qui a travaillé au stade Miloud Hetfi, qui a été près de nos joueurs. Il a même récolté toutes les déclarations des grands joueurs tels que Mahrez, Ben Sebaini et ainsi de suite, et Baghali et plein d'autres. D'ailleurs, il a été de très près avec eux. C'est Amin Baqadouri, notre journaliste de la station régionale d'Oran au service de la sportive. Bonjour. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie. Merci. Alors, bien sûr, il est accompagné de notre journaliste, rédacteur en chef, qui prépare toutes les émissions qui sont en direct. C'est Ilyas Benzien. Il est là, il est avec nous. Bonjour. Bonjour, Iman. Rebonjour, on va dire. Oui, exactement. Ça va? C'est toujours un plaisir de se retrouver dans la peau de l'invité. Oui, c'est bien, non? Oui. On est soulagé ou quelle est la différence justement entre l'animateur principal et l'invité? C'est-à-dire quand on fait les deux. C'est moins de stress. Moins de stress, hein? Alors qu'est-ce que je dirais moi, hein? C'est toujours un plaisir de vous servir, chers amis du matin, de Canal Algérie, de Bonjour d'Algérie, et bien sûr, c'est toujours l'équipe nationale à l'honneur, puisqu'elle a décroché son ticket depuis Oran. Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ça? Vous en avez... Voilà, la qualification كانت الخميس هنا من وهران. وهران هي رابع مدينة اللي تأهل منها المنتخب الوطني. سبق له تأهل من قسنطينة من العاصمة ومن البوليدة مرتين في ملعب تشاكر، وهذه المرة في ملعب ميلود هتفي، مدينة كبيرة وملعب يحمل اسم لاعب كبير. استضاف هذه المباراة، مباراة التأهل يوم الخميس، والبارح شفنا الفرحة كملت ثاني كملت بداوها في فهران كملوها في تيزي وزو 25 نقطة. حفلة كانت مليحة في حفلة التأهل، وبمشاركة مجموعة من الفنانين الشباب، ياسمين عماري، وايضا كانت لاول مره نشوفوا مشاركه اللاعبين مع الفنانين في حفله واحده في ملعب. Avec les joueurs, d'ailleurs, ils se sont entremêlés. Hein. Alors, les deux artistes, alors eux, les joueurs, ce sont des artistes sur le terrain, et nos artistes, ce sont des artistes musicaux, on va dire. شفنا ثاني في الولايات الاخرى كانت فرحه وهران من نهار الخميس راهي تعيش الفرحه، ويوم امس كانت فرحه ثاني كبيره بنهايه احد التصفيات اللي ربما من خلال تأهلاتنا الأربعة الماضية هذه التصفيات اللي كانت أكثر سهولة مقارنة بال. Je pense qu'on a des images sur cette grande fête qu'a vécu Oran, non? La joie, voilà, la joie au stade, justement. On a des images. Alors, faites-nous revoir ces émotions. Eh ben, ils sont en train de préparer, donc on verra cela dans un petit moment. Alors, vous avez été en contact direct avec nos joueurs. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de leur joie déjà lors de la qualification à Oran? Que soit Anna ou حتى سليم هواري ولا سيف الدين بزاف. Voilà, exactement. C'est une équipe de jeunes d'ailleurs. حتى الزملاء من القسم الرياضي كانوا. Qu'on salue, Salim Houari et Ben Zerda. D'ailleurs, c'est lui qui a commenté le match sur la. هو اللي علق في القناة الأولى. كانت فرحة غير عادية رغم أنه كان المنافس هو منتخب الصومال، مباراة سهلة على الورق، لكن كانت فرحة غير عادية لأنه العديد من العناصر المنتخب الوطني راح يلعبوا المونديال لاول مره. مازا بالغالي في البريمير كونفوكاسيون، ايضا شفنا بن سبعيني اول مره في المونديال مالغري لو باركور تاعه كاع في oui, parce que deux sessions on a raté les deux sessions. ما تاهلناش في اخر نسختين. ومام طون ثاني ايمان بالك يكون لو ديرني مونديال المحرز اللي كان فرحان بزاف بهذا لا كاليفيكاسيون ديجا صرح علينا. وهذه ثاني مشاركه للمحرز. لا جينيراسيون تاع 2014 اللي تاهلت لل 2000 اللي تاهلت للدور الثاني فيها تقريبا محرز ومندي، يعني محرز مندي بن طالب، هذوما ثلاث لاعبين اللي بقاو.
والبقيه كانت شفنا ايضا فرحه كبيره ليوسف بليلي لانه التاهل كان منا من الوهران، فرحه ايضا المنجح. وثاني شفنا العناصر الجديده اللي اندمجت في المجموعه، على غير لوكا زيدان، قبال، الشرقي، بالغالي اللي لعب هنا في عون، لعب حتى في D'ailleurs, la première sélection de Lucas Zidane était hier. Que pensez-vous, vous, en tant que professionnel et comment, et justement, alors, et vous êtes dans la sportive, et vous avez été de très près lors de ces matchs de qualification. Concernant Zidane Oui, concernant Lucas Zidane. Lucas Zidane, donc la formation في ريال مدريد، ريال مدريد وما أدراك ريال مدريد، هذه الأولى. الزوجة الأداء تاعها يوم أمس كان مقبول رغم أنه الهدف ما يتحاسبش عليه بزاف. أظن حارس مرمى ينشط، سبق له ينشط في لا ليغا، ينشط في الدرجة الثانية الفرنسية عفوا الإسبانية مع نادي غرانادا اللي هو أيضا فريق سبق له يلعب في لا ليغا الإسبانية. أظن أنه لوكا زيدان إضافة للمنتخب الوطني، خاصة أن ثاني 27 سنة و26 سنة الحارس مرمى مازال بزاف باش يزيد يلعب. لابروف نشوفوا مبولحي 38 عام مازال يلعب في الترجي مستغانم وقادر حتى يكون في المنتخب الوطني. زيدان إضافة للمنتخب الوطني والمنصب حراسة المرمى. Effectivement. Alors, d'accord. Alors, avec Belghali, justement, sa première sélection, c'était ici à Oran. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de cette nouvelle recrue, d'ailleurs, qui a fait ses preuves en tant qu'un grand joueur? D'ailleurs, c'est le début d'un grand joueur, d'une des légendes du football algérien. Il a fait quand même un très beau match contre la Somalie. بالغالي ثاني اول استدعاء ليه واول مشاركه، دخل تدريجيا مع المنتخب الوطني في لي دو ماتش كلكو سوا مع لا صومالي ولا مع اوغندا. ماتش اوغندا كان اصعب شويه من لا صومالي لان اوغندا كانت بحاجه لهذه النقاط باش تتاهل في الملحق. وشفنا بالغالي يعني لعب الماتش الاول امام الصومال رغم انه ماتش مباراه الصومال سي با اون ريفيرونس، دار مباراه في المستوى في القمه. وايضا البارح شفناه كان مقبول في ادائه بصفه عامه، ومع الوقت تدي الخبره والتجربه مع الفرق الافريقيه اللي تعتمد بزاف اللياقه البدنيه لا كونديسيون فيزيك مقارنه في اوروبا، رغم انه بالغالي ينشط في بطوله ايطاليه هي قويه من حيث اللياقه البدنيه، لكن ما زال صغير في السن وهو المستقبل مع العديد من الاسماء راح يكون مستقبل المنتخب الوطني. Très bien. Ilyes. Bonjour. Vous êtes en plein dedans dans l'équipe nationale, alors qu'on a oublié un petit peu votre agenda culturel d'aujourd'hui. Bien sûr, on va commencer par l'actualité, à savoir la fameuse qualification au mondial, la 5e consécutive. La 5e consécutive. Bon, enfin, non, c'est pas consécutive, mais la 5e prochainement. Exactement, oui. Mais bon, je voulais vraiment insister pour participer aujourd'hui au niveau de ce plateau, parce que la culture peut jouer aussi un rôle prépondérant et très important dans la valorisation et la promotion de l'esprit sportif en lui-même. Et vu l'actualité du moment, à savoir une qualification de football au mondial, eh bien je tenais absolument à vous faire découvrir aujourd'hui un film sur le sport. C'est un film américain, un film sur ce qu'on appelle aux États-Unis l'association. Américain, c'est-à-dire en référence au mondial, aux États-Unis, Mexique et Canada. Ah, eh ben tiens, drôle de coïncidence, effectivement. Oui, tout à fait. Vous n'avez pas réfléchi à ça? Non, bien vu. En tout cas, c'est un film sur ce qu'on appelle aux États-Unis l'association football, ce qu'on appelle chez nous le football. Parce qu'aux États-Unis, football, c'est un tout autre sport. Oui, effectivement, c'est autre chose. Ce qu'on appelle chez nous le football américain. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un film, l'un des rares d'ailleurs, et c'est le premier film auquel on pense lorsqu'on parle de football. C'est un film réalisé par Danny Cannon. Danny Cannon qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a déjà réalisé un autre film avec Sylvester Stallone qui s'appelle Judge Dredd. C'est pas un film très bon, malheureusement. Et, bon, là, il revient avec un film plutôt décent, un film qui n'a pas beaucoup marché à sa sortie, parce qu'il faut savoir que les États-Unis les États-Unis n'est pas un pays très branché foot. Et donc c'est un film qui est passé assez inaperçu à sa sortie, mais qui, au fil des années, est devenu une sorte de film culte pour plusieurs générations, et dont je vous ai ramené aujourd'hui la bande-annonce. La bande-annonce, voilà. Had a day job
and a night job. Hey, boss. I've been a busboy now for 6 months. Why can't I be a waiter? This Chinese restaurant. You're not Chinese. But every other moment, he lived for the game. He's quite a player. What's your name, son? Santiago Muñoz. If you get yourself to England, Newcastle United will give you a trial. That's a big club. Very big club. It's okay to have dreams, son, but people like us have to work for a living. There's always plan B. You win the lottery. Now, for his family, You deserve this chance, Santiago. Take it. he'll pursue a dream 6,000 miles from home. I have a tryout for Newcastle United. You want to lay off the black pudding? What is it exactly? Alors, la bande-annonce. Alors, un film, même si c'est un film assez décent, même s'il est assez classique dans sa manière de faire, on va suivre le mythe du self-made man. C'est le jeune homme qui va partir de rien et qui va trouver la consécration dans un grand club anglais. Et donc voilà, c'est un film... Comme la majorité des joueurs, hein, Oui, d'ailleurs, c'est- ils viennent de petits clubs et puis on n'entend jamais parler d'eux. Et hop, du jour au lendemain, une belle prestation avec une grande équipe et hop, ça y Absolument, est, c'est bon. c'est aussi une des raisons qui ont fait en sorte que ce sport devient si populaire. C'est parce que justement, la plupart partent de rien. Est-ce qu'il y a aussi, Amine, ici en Algérie, Oui. c'est que tout le monde, le 100%, on va dire, c'est football. Les enfants, les femmes, les hommes, les âgés, les moins âgés, les jeunes, les plus jeunes, les moins jeunes. Alors là, tout le monde est connecté, on va dire, football, surtout quand ça concerne l'équipe nationale. On vous a vu hier, justement, dans un duplex. Le Oui. duplex, pendant toute la journée, vous étiez mobilisés. D'ailleurs, on vous a vu l'après-midi, on vous a vu le soir aussi, on vous a vu même au JT, je crois. Oui, Oui, même oui, au JT en de fait. 20h. Donc, Il vous est- étiez il est en sur tous les contact. fronts, lui. Justement. Alors, avec beaucoup d'enfants, alors là, c'est qu'on a vu l'intérêt que portent les enfants au football algérien. بيان سور ايمان كرة القدم هي اللعبة الشعبية الأولى في الجزائر. ربما تجي بعدها كرة اليد نظرا في الجزائر نظرا للمشاركات الكبيرة في كرة اليد في بطولة العالم. كرة القدم هي تأخذ اهتمام الصغير الكبير الجامعي كما شفنا البارح في الصور اللي كانت من الوهران تحديدا من الحي العثمانية. نوجه لهم التحية سكان الحي العثمانية. D'ailleurs, hier, c'était une journée ouverte, hein, organisée sûr. par la télévision algérienne. Donc, c'était toute la journée consacrée à l'équipe nationale, consacrée à la joie, on va dire, de la qualification de l'équipe nationale à cette au cinquième ticket, on va dire, de la Coupe du Monde. Et puis, hier, d'ailleurs, on n'a pas pu zapper, on n'a pas pu partir vers une autre chaîne. On est resté vers toutes les chaînes de télévision algérienne jusqu'à une heure vraiment tardive. هي ايمن كاع هاد الايام اللي غادي تجي ان شاء الله تبدا الحسابات. لو تيراج تاع لا كوب دي موند، عندنا كوب داراب ايضا في قطر، وعندنا لا كوب دافريك ولا كوب دي موند الصيف القادم ان شاء الله. سما الحسابات مع من نطيحوا في القرعه على كوب دي موند، شكون اللي غادي يكونوا مع من نكونوا. Parce qu'il y a un goal average. Hein? بيان سور كاين حتى شوف كاين حتى الشعب تبع الحسابات الدقيقه، وربما الحسابات البسيطه من حيث الارقام. حتى عموره هو هداف هذه التصفيات، تفوق حتى ربما على اللاعب المصري صلاح. اذا الارقام كانت في صالح المنتخب الوطني وحتى اللاعبين. كنت هضر على الياس كان يتكلم على الفيلم الامريكي، اللاعب اللي كان شاب من فريق صغير ولا مشهور. عموره مثال. وانا غادي نتكلم لكم على un film d'ailleurs mythique. Oui. Un chef-d'œuvre du cinéma algérien, donc je vous laisse l'annoncer. Ah. Bon, il y avait plein de choses que je voulais dire avant d'arriver à ça. Bon, je vais essayer de résumer brièvement pour revenir un peu au film dont on vient de voir les images. C'est un film qui est divisé en 3 parties, ça c'est le premier volet. Et on va suivre tout au long des 3 films l'évolution de ce personnage. Donc le premier, c'est l'avènement
dans le sport et sa reconnaissance. Le deuxième film, parce qu'il y a trois, le deuxième, c'est son transfert au Real de Madrid et la consécration mondiale. Et le troisième, c'est la Coupe du Monde. Donc, si vous voulez voir le film Goal, il faut voir les trois, il faut les enchaîner d'affilée. Bien que les C'est deux premiers- Amora, c'est ça? Apparemment, c'est le même schéma que Amora. Donc là, pour dresser un parallèle, c'est que pour revenir un peu à notre cinéma national, il y a aussi des pépites qui ont été réalisées sur le sport et notamment le football. On va commencer bien sûr brièvement par l'inspecteur Tahar marque le but parce que c'est le premier film qui vient en tête, même si c'est pas un film qui est centré sur le sport, Oui. mais il est resté iconique à cause d'une scène de foot où on a justement l'inspecteur Tahar qui va marquer justement un but. Bon. Effectivement. Pourquoi je parle de ce film Exactement. Pourquoi je parle de ce film? Parce que c'est un film qui a été fait à Oran par le personnel de la station régionale d'Oran. À leur tête, notre fameux réalisateur, Allah yarhamou, Zakaria Qadour Ibrahim, qui a réussi à réaliser une œuvre intemporelle qui, même aujourd'hui, continue à être diffusée aux États-Unis. Effectivement. C'est considéré comme un classique là-bas. Eh bien, dis donc. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'on a des images déjà? Non, on a des images d'un autre film dont j'aimerais parler, qui est aussi un film algérien et qui, lui, par contre, est très centré sur le foot. C'est le film Kahla Bayda de Abdelrahman Bouguermouh. C'est un magnifique film qui se déroule cette fois à Stéf, pas à Oran. Et pourquoi le nom Kahla Bayda? C'est tout simplement les couleurs de l'entente de Sétif, le club de Stéf. Exactement, Kahla Bayda. Donc là, voilà. on a quand même ces images. Je ne sais pas, est-ce qu'on les a, est-ce qu'on ne les a pas? Si, on les a. Donc, on les a. On peut les Vous voir. en êtes certain. Vous en êtes certain. Oui. Un petit extrait de Kahla Bayda parce qu'on ne peut pas être trop. On ne peut pas s'étaler en fait. Parce qu'on n'a pas le temps. هدف ثالث النتيجة الآن 3 أهداف مقابل هدفين لصالح وفاق سطيف أمام أولمبي العاصمة. لوحده علي حداد سجل 3 أهداف في هذا اللقاء وراح يكون هكا هداف فريقه وهداف الفريق اللي سمح لفريقه باش ينتصر بهذه المقابلة. برز الجول علي حداد ولعب دور رائع والجمهور اليوم شهد بطل كبير للكرة في الجزائر. Alors, film, comme on vient de le voir, porté par deux grands acteurs du cinéma algérien, à savoir Sid Ahmed Agoumé et Ahmed Ben Issa. Effectivement, Ahmed Ben Issa qui nous a quittés, Allah yarhamou. En tout cas, c'est un magnifique film à ne pas rater. C'est un film qui va suivre le parcours d'un jeune garçon qui s'appelle Rabia, qui tout au long du film va enchaîner des petits boulots pour récolter la somme nécessaire pour acheter un fauteuil roulant à sa petite sœur. Oh là là. Le tout, cette histoire, en même temps, est entrecoupée de l'évolution de l'entente de Sétif qui vont arriver en finale de Coupe d'Algérie. La jeune Cécilia, qui ne la connaît pas d'ailleurs. Exactement. Bon, je ne vais pas en dire plus pour ne pas gâcher la surprise. Oui. S'il y a des téléspectateurs qui ne l'ont pas encore vu, je vous invite à le voir. Exactement. Amine, l'équipe nationale, pour clore tout ce, on va dire, ce débat. Donc maintenant, c'est le goal average. On va voir avec qui, dans quel groupe on va jouer lors du tirage au sort, donc à la Coupe du Monde. On va dire les nouvelles recrues, les blessés qui vont revenir, Inch'Allah ya Rabbi. Donc parlez-nous un petit peu de ça. On en a juste 1 minute chrono quoi. هي لا فيكتوار تاع البارح ايمان كانت تريز امبورطون. علاش؟ باش الكلاسمون تاع الفيفا نبقوا دائما نرتفعوا شويه في الكلاسمون تاع الفيفا، نبقوا دائما محافظين على الترتيب تاعنا من اجل القرعه ان شاء الله اللي تكون في شهر ديسمبر. كاس العالم تبقى كاس العالم مهما كانت المنتخبات، هي كاس العالم، وهذه المره مشاركه استثنائيه للمنتخب الوطني لانها الاول مره كاس العالم تكون في 3 بلدان ب 48 فريق. هذه لاول مره. شرف الجزائر انها تحضر هذه النسخه. الفريق الوطني سيعود للمكسيك ربما بعد مشاركه 86، لكن اذا كان في الولايات المتحده الامريكيه وكندا سلا بريمير فوا يكون فيها. عندنا كاس افريقيا، عندنا حتى كاس العرب في قطر، ممكن تكون فيها عناصر اللي تتالق، ممكن تدعم الفريق الاول
مي في الباقي نفس التعداد ربما راح يقعد مع ان شاء الله. ونتمنى التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. Alors aussi il faudrait que je signale aussi, j'espère que vous n'allez pas me dire non, j'espère que je ne vais pas dire de bêtises. Donc alors c'est la première fois où l'Afrique peut c'est-à-dire jouera avec 9 pays. 8 donc. Et le 9e 8 هي سي 8 يدمي. لو 9e يلعب لو جولا فيراج مع ممثل اسيا غينوسيا والامريك. Ah ben voilà. Voilà, le match barrage. كي جايبتها نيشان. Ah ben ça va alors, ça va. Donc merci beaucoup les amis, ce sont mes amis, mes collègues. Donc merci Amine, c'est un plaisir. Et on remercie aussi Salim Houeri et Sifeddine Benzerda du service de sport de la station régionale d'Oran pour le travail qu'ils ont accompli lors du match de qualification ici même à Oran à Miloud Hetfi, au stade Miloud Hetfi. Merci beaucoup Ilyes. Donc on se retrouve dans un petit moment pour un débriefing. Très bien, merci beaucoup. Quant à moi, chers amis du matin, chers amis de Canal Algérie, on vous souhaite de passer une bonne journée, un bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir.